Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à m'excuser d'avoir pris autant de temps à publier. J'avais chopé la crève, en plus des examens et du travail, ça faisait un petit peu trop de choses à gérer pour moi. Donc j'ai dû sacrifier les vidéos, surtout que de toute façon, avec la grippe, on n'a pas vraiment une voix d'ange ni une voix en fait qui est agréable à écouter. Bref, aujourd'hui, je vous ai déniché une histoire horrible, effrayante et incroyable mais vraie, qui s'est produite en Argentine en 2006. Avant d'aller plus loin, si tu aimes ce genre d'histoire creepy, étrange, inexplicable et surtout incroyable mais vrai, tu es sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Je lis beaucoup sur le sujet et je te raconte les histoires qui m'ont le plus retourné le cerveau. Alors, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et pourquoi pas partager car ça me permet d'avoir une petite place sur YouTube et surtout, ça me permet de continuer à vous partager des vidéos en sachant que mon contenu vous plaît. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui a laissé la police et les médecins en Argentine sans voix. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Près de la ville de General Pico, en Argentine, lors d'une patrouille de routine, le caporal Luis Sergio Puqueta va vivre une série d'événements inexplicables et effrayants qui vont laisser la communauté locale et les autorités perplexes. Dans la nuit du 2 mars 2006, le caporal Sergio Puqueta, qui avait 31 ans à l'époque, s'apprêtait à entamer sa patrouille. Et il savait qu'elle allait être plus lente que d'habitude, car ce soir-là, son périmètre de patrouille allait s'étendre sur 80 km jusqu'à un carrefour appelé El Cruce de las Cañas, puisqu'il était censé couvrir, en plus de sa juridiction, celle d'un collègue à lui qui était en congé. Donc, d'une manière presque routinière, Sergio a enfourché sa moto de service et a commencé sa patrouille vers 19h30 à peu près. À un moment donné, il s'est trouvé à rouler sur un chemin de terre dans une région assez rurale. L'endroit était totalement plongé dans l'obscurité. C'était une zone assez rurale, comme je vous l'ai dit, donc il n'y avait aucun lampadaire sur la route. Et la route était juste bordée de chaque côté par des champs et des forêts épaisses. Loin des lumières de la ville, la seule illumination provenait du halo blafard de la lune qui projetait des ombres inquiétantes sur le paysage silencieux dans une région isolée avec aucune âme qui vive sur des kilomètres à la ronde. Cette région dont je vous parle s'appelle La Pampa, et bien qu'en journée elle est célèbre pour ses paysages à couper le souffle, à la nuit tombée, elle devient un repère de braconniers qui chassent principalement les chats sauvages, les singes et certaines espèces d'oiseaux qui valent du coup beaucoup d'argent sur le marché noir. Jusque-là, la nuit était assez tranquille pour Sergio. Mais il savait d'expérience que plus la nuit avancerait, plus il aurait de chance de mettre la main sur un braconnier ou un hors-la-loi. Vers 22h, alors que Sergio était presque au niveau du carrefour, il a aperçu les deux feux arrière d'une voiture. D'abord stationnée sur le bas-côté, elle semblait soudain prendre la fuite, quittant brusquement la route pour plonger dans la végétation dense en contrebas. Là, rapidement, les feux ont disparu. Sergio avait la conviction que cette voiture appartenait à un braconnier et que probablement celui-ci a vu la lumière de sa moto par son rétroviseur et que, suspectant qu'il était flic, il a décidé de se cacher dans les hautes herbes. Donc, sans aucune hésitation, Sergio a accéléré, s'est arrêté à l'endroit où il avait vu la voiture disparaître, puis est descendu de sa moto. Il a alerté immédiatement la centrale par radio et a demandé des renforts. Mais sachant pertinemment que les renforts qu'il a demandés allaient mettre du temps à arriver, il a décidé de suivre son instinct qui lui criait de ne pas perdre une seconde de plus et de suivre le braconnier. Sergio a alors dégainé son arme, il a pris une profonde inspiration
et s'est engouffré dans la végétation obscure. Sergio avait une lampe de poche, mais il ne l'avait pas utilisée car il ne voulait pas que les braconniers sachent où il se trouvait. Il avançait prudemment, chacun de ses pas étouffé par l'épaisseur des hautes herbes. Dans l'obscurité, sans aucune source de lumière, Sergio avait vraiment du mal à localiser la voiture fugitive. Et à mesure qu'il avançait, il y avait un petit truc qui l'inquiétait de plus en plus. Il ne voyait aucune trace de pneu, aucune branche cassée. En bref, il n'y avait aucun signe qu'un véhicule avait emprunté ce passage. Sergio s'est alors arrêté net pour écouter le bruit ambiant. Il espérait entendre les braconniers se déplacer ou peut-être chuchoter. Mais tout ce qu'il avait réussi à entendre était un silence pesant, entrecoupé par le bruissement du vent dans les feuilles et les cris lointains des chouettes et des poutous. Un certain malaise a commencé à naître chez Sergio. Mais en même temps, il savait que s'il voulait mettre la main sur ces braconniers, il fallait qu'il les débusque. Alors, il s'est remis à avancer en se frayant un chemin dans la végétation, tout en gardant son arme pointée devant lui. Il a peut-être avancé une trentaine de mètres dans cette brousse quand, pendant une fraction de seconde, il a cru voir quelque chose du coin de l'œil. Une lueur dans l'obscurité, comme si la lueur de la lune s'était reflétée sur quelque chose de métallique. Sergio était excité. Il pensait avoir enfin mis la main sur ses braconniers. Et il va rapidement savoir qu'il était loin du camp, car en se retournant en direction de la supposée voiture, il va avoir la vision la plus terrifiante de sa vie. Sergio était tellement tétanisé de terreur qu'il n'arrivait même plus à lever son arme. Aucun son ne sortait de sa bouche quand il tentait d'appeler à l'aide. Sergio voulait reculer, voulait fuir, mais son corps était figé, comme prisonnier d'une force invisible. Vers 22h10, Marcelo Villegas, le policier qui se faisait remplacer par Sergio parce qu'il n'était pas de service ce soir-là, a reçu un appel de Sergio. Rien d'inhabituel, ils n'étaient pas seulement des collègues mais aussi des amis. Du coup, avec un petit sourire sur les lèvres, Marcelo a décroché et a salué son ami. Mais au lieu d'avoir un Sergio enjoué comme à l'habitude, il a eu un Sergio qui lui parlait d'une voix froide, monotone, limite robotique, et il lui a seulement dit « Viens à la Cruce de las Cañas, tu sais ce qui se passe. » Et avant que Marcelo ne puisse demander quoi que ce soit, l'appel a été coupé. Il a évidemment essayé de rappeler Sergio, mais il n'arrivait plus à le joindre. Le comportement étrange de Sergio a beaucoup inquiété son ami qui a décidé de rapporter l'incident à la centrale. Dans le fond, il voulait juste s'assurer que son ami n'avait pas d'ennui. Et justement, en appelant la centrale, Marcelo a été surpris d'apprendre par le dispatch que 3 voitures de police étaient déjà en chemin pour rejoindre Sergio et qu'ils étaient eux-mêmes inquiets pour lui car depuis son appel radio où il annonçait sa position et son besoin de renfort pour les braconniers, il n'arrivait plus à le joindre. Lorsque les renforts sont arrivés à l'endroit paumé au milieu de nulle part annoncé par Sergio, ils ont effectivement retrouvé sa moto garée sur le bord de la route. Mais il n'y avait aucun signe de vie autour de cette moto. Ni Sergio, ni aucune autre personne d'ailleurs. Les policiers ont tenté encore une fois de contacter Sergio via la radio. Mais n'obtenant toujours pas de réponse, ils ont décidé de débarquer de leur voiture et de fouiller les environs à la recherche de leurs collègues disparus. Après quelques minutes de recherche, l'un des policiers a repéré une sorte d'amas de métal éparpillé dans le sable au bord de la route, juste à quelques mètres de la moto. Il s'est alors approché pour mieux voir ce que c'était, et quand il a enfin pu le faire, ses yeux se sont écarquillés de terreur et il a rapidement appelé ses collègues qui se sont empressés de le rejoindre. Maintenant, tous les policiers se tenaient autour des pièces complètement démontées de la radio de Sergio, de son arme de service et de son téléphone. Sur le champ, une grande opération de recherche a été lancée. Plus de secours ont été appelés et des équipes de recherche ont été formées. Assez rapidement, les policiers ont trouvé ce qui ressemblait aux empreintes de pas de Sergio qui s'éloignaient de la route et qui se dirigeaient vers une zone boisée avec une végétation dense. Ils se sont alors mis à suivre ces empreintes. Mais après avoir fait une trentaine de mètres dans le boisé, ils ont commencé à remarquer un phénomène assez déroutant. Ces empreintes de pas semblaient être de plus en plus espacées les unes des autres.
Ils se sont dit que peut-être que Sergio marchait au début, puis qu'il avait commencé à courir pour une raison ou une autre, donc ses foulées sont devenues plus grandes. Sauf que, à mesure qu'il continuait à suivre ses empreintes à travers les arbres, puis dans un grand champ derrière le boisé, la longueur des foulées n'a pas cessé d'augmenter, devenant de plus en plus grande, jusqu'à ce que la distance entre deux pas soit devenue de 3 mètres, puis de 5 mètres, puis de 7 mètres, et chaque empreinte était parfaitement claire. Il n'y avait pas lieu à la confusion. Ce que je veux dire, c'est que c'était bien des empreintes humaines, et ils étaient également certains qu'ils n'avaient pas raté d'empreintes entre celles qu'ils pouvaient clairement voir. Et c'était toujours pied droit, puis pied gauche. Donc, juste pour que vous visualisez un peu la chose, c'est comme si, en marchant, tu poses ton pied droit là, puis ton pied gauche, tu vas le poser 7 mètres plus loin. C'est fou. Même si Sergio, pour une raison obscure, se serait réellement mis à sprinter puis à sauter pour avancer plus rapidement, c'est humainement impossible d'avoir de telles foulées de géants. Je vous laisse donc imaginer le malaise qui a envahi les policiers qui étaient en train de pister ces empreintes-là. Au début, les policiers se parlaient, mais avec ce qu'ils avaient sous le nez maintenant, ils se sont juste mis à suivre ces traces étranges en silence, et ce sur presque 2 kilomètres, jusqu'à ce qu'ils atteignent un grand champ de maïs. À cet endroit, les empreintes de pas se sont arrêtées net, comme si Sergio avait poussé sur son pied droit, puis s'était évaporé dans les airs. Maintenant, mis à part ces traces de pas, les policiers n'ont jamais rien trouvé. Ils n'ont même pas trouvé de signe qu'il y avait réellement eu des braconniers sur place ce soir-là. Parce que, rappelez-vous, à la base, Sergio avait demandé des renforts pour arrêter des braconniers. Des braconniers qui ne semblent pas exister puisqu'il n'y avait aucune trace de pneus mis à part celle de la moto de Sergio. Il n'y avait pas de végétation brisée ou aplatie. En bref, aucune voiture ne semblait s'être faufilée entre les arbres ou dans les champs. Plus encore, il n'y avait aucun signe de lutte qui pourrait expliquer par exemple pourquoi Sergio était parti et pourquoi son arme et sa radio étaient démontées sur le bord de la route. Bref, pendant toute la nuit, les équipes de recherche n'ont pas arrêté de rechercher Sergio, et ce malgré le fait que vers 2 heures du matin, il avait commencé à pleuvoir et une forte tempête a frappé la région, ce qui a compliqué toute la recherche, surtout avec le vent qui avait fini par effacer les empreintes de pas. Bref, vous l'aurez compris, la situation devenait de plus en plus absurde et sans aucun sens, et Sergio, lui, était toujours porté disparu. Maintenant, on va faire un petit voyage de 18 heures dans le temps. Donc, on va aller 18 heures après la disparition de Sergio, donc le 3 mars 2006, vers 16h30, dans une région appelée El Triangulo, qui se situe à environ une 30aine de kilomètres du fameux carrefour de la Cruza del Cañas, là où Sergio a disparu. Luis Alberto Barbero, qui était un agriculteur, marchait dans son champ. Il inspectait tranquillement son champ après la tempête de la veille, quand il a été intrigué par une silhouette qui semblait assise sur le bord du chemin de terre en bordure de son champ. En s'approchant à mi-chemin, il a été effaré de voir un homme recroquevillé dans la boue. N'oubliez pas qu'on parle toujours d'une zone rurale paumée au milieu de nulle part et que cet agriculteur voyait très rarement du monde passer par ce chemin. Donc, de trouver un homme comme ça dans la boue est vraiment étrange. L'agriculteur a essayé de héler l'inconnu, mais celui-ci ne lui répondait pas. Il s'est alors approché encore plus, et quand il était presque à son niveau, il a remarqué que l'inconnu portait un uniforme de flic. Un flic, assis avec ses genoux tirés vers sa poitrine, ses bras enroulés autour et sa tête enfuie dans ses genoux. Et bizarrement, même s'il n'avait pas cessé de pleuvoir depuis la veille, et que le sol sur lequel il était assis était encore humide, ce policier était totalement sec. Inquiet, l'agriculteur s'est penché et a doucement mis sa main sur l'épaule de l'homme en lui demandant calmement s'il allait bien. Mais encore une fois, aucune réponse. Le policier était parfaitement immobile, silencieux et sans aucune réaction. C'était trop étrange pour le fermier qui a alors rapidement composé le numéro de la police pour leur signaler l'incident. Et il n'a pas fallu longtemps à la police pour se présenter et identifier cet officier retrouvé comme étant le caporal Sergio Puqueta. Sergio ne semblait pas être blessé physiquement, mais son aspect et son mutisme même face à ses collègues
montrait clairement que quelque chose n'allait pas. Une ambulance a alors été appelée, ainsi que Roberto Ayala. Roberto est le supérieur direct de Sergio. On avait espoir qu'il pourrait le faire parler parce qu'après tout, ils étaient aussi des amis très proches. Et justement, en parlant à Sergio, Roberto a réussi à le convaincre de se déplacer de l'endroit où il était assis. Mais il ne parlait toujours pas. Tout ce qu'il faisait, c'était d'enlacer Roberto dans une grande étreinte et de pleurer. Alors, en maintenant cette étreinte, Roberto l'a dirigé vers l'ambulance qui venait d'arriver, l'a accompagné à l'hôpital et l'a même suivi dans la salle d'examen. Roberto a remarqué que dans la salle d'examen, au début, Sergio était très anxieux et ne voulait pas se faire toucher. Aussi, il n'arrêtait pas de plisser les yeux et de grimacer à chaque fois qu'on allumait les lumières. Il avait insisté pour être emmené dans une pièce sombre parce que la lumière lui causait une douleur intense. Et cette photosensibilité ou photophobie a duré un certain temps. Après un moment, il a fini par se laisser faire. Et il a permis aux médecins et aux infirmières de lui enlever ses vêtements pour examiner son corps. Il pouvait comme ça voir s'il avait des blessures cachées, par exemple. Roberto pensait que Sergio avait été probablement agressé ou kidnappé. Mais étant témoin direct de l'examen médical, il a pu constater par lui-même que Sergio n'avait aucune blessure sur le corps. Il n'avait aucune ecchymose, ni aucune coupure, ni même aucun signe de lutte en fait. Lorsque l'infirmière a pris ses signes vitaux, rien ne sortait de la normale. Il n'avait aucune déshydratation, ni aucune dysfonction quelconque, malgré le fait qu'il avait disparu pendant 18 heures sans aucune provision. Lorsque les médecins lui ont enlevé ses bottes pour lui examiner les pieds, ils ont découvert quelque chose qui n'a vraiment fait qu'amplifier le mystère. Sur la plante des pieds de Sergio, il y avait des brûlures avec des cloques et des petits points visibles entre ces cloques. Les brûlures en elles-mêmes faisaient songer à une personne qui se serait tenue debout sur une surface chaude, assez chaude pour lui brûler les pieds à travers ses chaussures. Mais par contre, pour les petits points, il n'y avait aucune explication. Au cours des heures qui ont suivi, Sergio est finalement sorti de son état de mutisme et a commencé à parler. Il a raconté que la veille, à 22 heures, lorsqu'il s'est mis à traquer les braconniers dans le boisé, à un moment donné, il avait cru voir le métal d'une voiture briller à la lueur de la lune. Mais il a vite réalisé qu'il n'y avait pas de voiture ni de braconnier, puisque quand il s'était retourné vers cette lueur métallique, tout ce qu'il a pu voir dans l'obscurité, c'était deux paires d'yeux rouges flamboyants qui le regardaient en retour. À ce stade, Sergio était terrifié. Il ne savait pas à qui ou à quoi pouvaient appartenir ses yeux. Et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les yeux ont commencé à avancer vers lui. Lentement, mais sûrement. Et alors qu'il le faisait, Sergio s'est rendu compte avec horreur que ce n'étaient pas des yeux humains, ni d'animaux. Il s'était rendu compte que ses yeux appartenaient à des créatures qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Tout ce qu'il pouvait distinguer, mis à part ses yeux rouges perçants qui ne clignaient jamais, étaient deux grosses têtes sur deux petits corps gris et minces, avec des mains pourvues de longs doigts fins et maigres. Sergio a ouvert la bouche pour crier, mais aucun son n'est sorti. À ce moment précis, il s'est rendu compte que non seulement il ne pouvait pas crier, mais qu'il n'était plus capable de bouger. Et comme si ce n'était pas déjà assez effrayant, Sergio a commencé à sentir une pression intense sur son torse, puis son dos s'est involontairement et anormalement arqué. Il a instinctivement essayé de se libérer de ce qui semblait le contrôler, mais il n'y parvenait pas. Il avait l'impression que sa colonne vertébrale allait finir par se briser tellement elle était arquée. Ensuite, il a senti qu'il commençait à sortir de la forêt, mais toujours dans cette position effrayante et bizarre. En fait, c'est comme s'il marchait vers la route, mais avec la tête à l'envers, tellement son dos était arqué. Pour vous imaginer un peu, si vous connaissez la scène de l'exorciste où la fille descend à l'envers les escaliers, c'est un peu le même truc. Ensuite, toujours impuissant, il a senti une de ses mains récupérer son téléphone et composer le numéro de son ami. Puis, une voix froide et mécanique est sortie de sa propre bouche, disant à cet ami de venir au carrefour et qu'il saurait quoi faire. Ensuite,
tout en continuant à marcher dans cette position contre nature, il a regardé avec effroi ses mains prendre son arme et la démonter complètement pour la laisser en morceaux sur le sol. Et il s'est regardé faire exactement la même chose avec sa radio. Pendant tout ce temps, ces deux créatures n'étaient toujours qu'à une distance de quelques mètres de lui. Ce n'est qu'après que Sergio s'était désarmé qu'il a senti cette pression intense s'atténuer. Il s'est alors dit que c'était peut-être sa chance de fuir. Alors, il s'est mis à courir aussi vite qu'il le pouvait. Mais il avait à peine fait quelques foulées qu'il s'est senti frappé par derrière. Un coup qui l'a projeté en avant à un point tel qu'il pensait qu'il allait tomber. Mais au lieu de toucher le sol, il s'était senti soulevé dans les airs. Et pendant un moment, il a juste avancé en lévitation jusqu'à ce que brusquement, quelle que soit la force qui le retenait, l'a relâché. Et il est tombé au sol, mais il a réussi à atterrir sur ses pieds. À peine ses pieds ont touché le sol, qu'il a encore une fois été soulevé pour être jeté encore plus loin dans les airs avant de retoucher le sol encore une fois. Cette séquence s'est répétée non-stop et Sergio a fini par réaliser que ces créatures grises aux yeux rouges étaient à l'origine de ce qu'il subissait. Qu'en bref, elles étaient en train de jouer avec lui. Elles savaient qu'il était en train d'essayer de s'échapper et, au lieu de l'arrêter, elles s'amusaient à le ramasser et à le jeter en avant encore et encore et encore. Et à force de répétition, Sergio a commencé à sentir ses pieds brûler. Puis, son dernier souvenir était qu'il courait effrayé à travers un champ de maïs quand il s'est soudainement rendu compte qu'il était seul, que les créatures étaient parties. Sergio a alors regardé par-dessus son épaule et tout ce qu'il a vu, c'était des tiges de maïs et de l'obscurité. Pendant un bref instant, dans sa course, il a pensé que tout était enfin terminé. Mais quand il s'est retourné pour regarder droit devant lui, il a été surpris de voir cette étendue noire. Il n'y avait plus de champ de maïs. Il n'y avait pas de terre, pas de ciel, pas de lune, ni même d'étoiles. Il n'y avait rien d'autre que des ténèbres à perte de vue. Puis, une fois de plus, il s'est senti soulevé dans les airs et regardant sous lui dans ce vide obscur, il a juste distingué ses yeux rouges qui le regardaient en retour. Sergio se rappelle avoir eu cette impression d'être dans le ventre de sa mère, avant de commencer à se souvenir de choses de son enfance. C'était comme si sa vie défilait au ralenti, et il n'a aucune idée de combien de temps ça a pu durer. À un moment donné, il a fini par perdre connaissance, et quand il s'est réveillé, il était absolument terrorisé au bord de cette route sur la propriété de l'agriculteur qu'il a retrouvé. Il n'avait aucune idée de la façon dont il a pu se retrouver 18 heures plus tard à cet endroit. Mais il est certain qu'il a dû subir quelque chose de tellement traumatisant que son cerveau a bloqué tout souvenir. Une enquête a été menée et a débouché sur une retraite anticipée de Sergio en mai 2013 en raison d'un traumatisme l'empêchant de retourner au travail. Sergio, toujours hanté par son expérience terrifiante, reste réticent à retourner dans la région. Il continue de dire qu'il ne veut plus jamais revivre ça. Et on le comprend. Les particularités de cette affaire, y compris l'absence de signes de déshydratation malgré 18 heures sans nourriture ni eau, et l'état sec des vêtements de Sergio après de fortes pluies, continuent à alimenter les spéculations. Les événements mystérieux entourant cette disparition près de General Pico restent une énigme que personne n'a jamais été en mesure d'élucider, y compris Sergio lui-même. Et à ce jour, les flics et les habitants signalent toujours la présence de lumières étranges dans et autour de El Cruce de las Cañas. Voilà pour cette histoire, j'ai hâte de lire vos hypothèses. Selon vous alors, est-ce qu'il a pu subir une abduction extraterrestre, une attaque paranormale, ou est-ce que vous auriez des explications rationnelles à me donner? Honnêtement, je n'ai pas trouvé de réelle explication rationnelle, et l'hypothèse paranormale me semble plausible quand même. Alors, j'attends de voir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Portez-vous bien, profitez de la vie au maximum, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!